Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast d'ici Paris-Île-de-France. Épisode 23 aujourd'hui. 23 comme le numéro du meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Non, je ne vous parle pas de Grégory Vanderville, mais bien évidemment de Pierre Ducrot, qu'on embrasse très très fort, mon Pierrot. Des gros bisous, éternel numéro 23 du Paris Saint-Germain. En tout cas, ce matin, nous sommes à 9 jours de la venue des Citizens, des Blues, des Gallaghers, bref, de Manchester City. Je suis assez content d'une chose, c'est que le PSG ne se cache pas derrière son petit doigt cette saison. En tout cas, les joueurs habituellement, on te sert en zone mixte. Non, on peut pas en parler parce qu'il y a match après match. Non, dimanche dernier, Dembélé nous a parlé en disant oui, c'est vrai, on parle de Manchester City. Et hier, Gianluigi Donnarumma, avec sa belle balafre, Albator, est venu nous dire bah oui, Manchester City. Et dans notre tête, on y pense. Oui, il y a des matchs avant, mais bien évidemment, on fera tout pour gagner ce match face à Manchester City. Et ça, franchement, je vous avoue que ça me plaît. Alors oui, il y a encore un match de Ligue 1, oui, il y a encore un match de Coupe de France, mais j'aime à cette idée que peut-être le PSG va tomber, mais que le PSG est concentré, focus et qu'il est capable de parler de cette rencontre à la vie, à la mort que l'on jouera dans 9 jours face à Manchester City, et vous le vivrez bien évidemment sur ici Paris Île-de-France. Les amis, vous le savez, ici c'est Paris, c'est tout de suite et c'est maintenant. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, le PSG qui s'impose hier soir 2-1 en championnat face à Saint-Etienne, qui dit merci à Ousmane Dembélé. Donc ça fait 2 fois en 2 matchs qu'on dit merci à Ousmane avec un doublé cette fois-ci, et on remet Marseille à 7 points en tête du championnat. Dans ce podcast, on va bien sûr on va éplucher le j'aime pas et cette rencontre face au Vert de Saint-Etienne, et puis on se demandera et on se posera 3 questions. Faut-il s'inquiéter pour le soldat Barcola qui va pas très fort en ce moment? On va parler de la rotation. Est-ce que c'est une force finalement pour le Paris Saint-Germain ou une faiblesse? Enfin, le PSG a-t-il raison de foncer sur Kvaratskhelia, le Géorgien de Naples qui est de plus en plus près du PSG? Ils sont déjà en train de se foutre de moi par rapport à ma prononciation. De ça et du reste, on en reparle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Je vais vous présenter mes 2 agents libres, Alexandre Aflalo et Marc Méchénois. Salut les copains! Salut, Salut, je t'ai Je pensais que vous alliez on nous est faire en ensemble. canon, ensemble, etc. C'était un peu une petite révérence. On a plus cette complicité qu'on avait quand on travaillait ensemble au désolé. quotidien, c'est terrible. Bienvenue les copains, bienvenue dans la tribune. Et puis un appelé de dernière minute, mais qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Nice Matin, SoFoot, c'est notre copain Matt Fort. Salut Matt! Salut, et je voulais dire, même si j'aime beaucoup Alex, je trouve que j'ai vu Marc la semaine dernière avec ses beaux cheveux, il est très beau. Merci. C'est un message direct, Alors, avec son c'est, couteau euh, les cheveux. Et c'est vrai que là aussi, C'est il a fini les fait un conneries. petit effort, cheveux en arrière, gominé. Et bah, ceux qui sont sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez peut-être de la coupe de Marc Méchénois. C'est vrai que ça te va bien. Ouais, peut-être- Votez en commentaire quelle est la plus J'espère belle que ça coupe. sera plus sympathique que certains commentaires sur les prises de position, les infos qu'on peut donner. Effectivement, la semaine dernière, il y a eu un gros passage mercato dans cette tribune, et il y a des gens qui ne savent pas se retenir. Ils ont besoin de s'énerver sur les réseaux. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous écoutent en podcast audio et ceux qui nous écoutent en podcast vidéo sur YouTube. Les amis, j'en ai parlé, Saint-Etienne, la victoire de Buzyn, le doublé d'Ousmane Dembélé, la 13e et à la 23e minute de jeu, une victoire de Buzyn pour lancer correctement le championnat en 2025, pour basculer du bon côté, puisqu'on rappelle que le Paris Saint-Germain a joué désormais 17 matchs, 17 fois invaincu. Ça déjà, c'est plutôt une belle performance, et on rappelle que Paris est en tête du championnat avec 7 points sur l'Olympique de Marseille. On va revenir sur cette rencontre dans le j'aime pas, et on va l'éplucher avec vous, ce j'aime pas les copains. Tiens, on va attaquer avec toi Alex. Sors-nous ton j'aime, soyons un peu positifs, puisque Paris a quand même gagné hier soir, victoire de Buzyn. Alors, j'ai beaucoup aimé, et on va dire, c'est un j'aime d'encouragement global pour ce qu'il produit en ce début de saison et ce qui peut être amené à faire dans cet effectif. Mais j'ai beaucoup aimé le match de Seny Mayulu,
Alors, somme toute, pas été le meilleur Parisien hier, mais qui, en fait, je trouve, à chaque fois qu'il est titulaire, qu'il a l'occasion de se montrer, et notamment quand il est titulaire, en tout cas, montre beaucoup de personnalité, beaucoup d'assurance, et puis en même temps, une forme de grande simplicité dans son jeu, ce qui est assez dur à faire. En plus, quand on est jeune, on est un peu téméraire, etc. On a toujours la tentation d'en faire un peu trop, ou en tout cas de sortir un peu le grand jeu. Lui, il reste toujours très simple. Voilà, une touche, deux touches, une projection, un appel, il sera toujours disponible pour ses partenaires. Et voilà, je trouve, enfin, ce joueur, en tout cas, voilà, est en train de prendre de l'assurance, de prendre de l'épaisseur. Je dis ça la dernière fois par rapport à Désiré Doué, mais c'est vrai aussi pour Mayulu. Et je pense qu'il a une vraie place à prendre dans la rotation et que ça peut devenir, moi, en tout cas pour moi, une vraie alternative crédible au milieu de terrain. Voilà. Sauf qu'en plus, tu disais Désiré Doué, il a déjà une saison chez les saisons chez les professionnels avec Rennes. Ouais. C'est pareil c'est ça. Marc, par rapport à Seny Mayulu, marge de progression assez intéressante. On rappelle, il a 18 ans et effectivement, sans parler de taille patron, hier je l'ai trouvé plus épais dans ce qu'il faisait, dans ses contacts. Ça reste debout, ça tombe pas. Et on se met à rêver que De Titi pourrait composer le milieu du Paris Saint-Germain. Alors, je suis d'accord, je trouve que à chaque fois qu'on l'appelle en tant que titulaire, il fait un bon match. La dernière fois, il a marqué. Je ne sais plus contre. Je les appelle Strasbourg. Voilà, Strasbourg. Ouais. Et puis, il s'était procuré au moins 3 ou 4 occasions très franches. Il avait touché le poteau. Donc, c'est vrai qu'il y a de la consistance dans ses performances. Il y a aussi un profil un peu différent. Ce n'est pas un profil qui est là pour faire tourner le ballon. C'est un joueur que tu vois aussi aux abords de la surface de réparation, qui n'hésite pas à plonger, à dédoubler, à frapper. Et ça, j'apprécie. Alors après, de là à dire que je le vois dans la rotation, moi je pense que l'année prochaine il va partir en prêt, parce qu'en vrai, un joueur comme ça a besoin de jouer 35 matchs dans une saison pour s'aguerrir et puis pour enfin avoir une saison complète, parce que la seule chose qu'on va réussir à faire si on le conserve, ce garçon, c'est le frustrer et lui donner envie d'aller voir ailleurs à l'issue de la saison d'après encore, parce que je suis pas sûr que la saison prochaine, Seny Mayulu, il entre pleinement il entre dans la rotation, mais c'est pas le match à 4 pour 3 places entre Ruiz, Vitinha, Neves et Zaïre Emery. On rappelle que Mayulu est formé, bien évidemment, au Paris Saint-Germain et qu'il formait une petite doublette chez les jeunes avec justement Warren, Zaïre Emery. Ils ont un peu joué ensemble. Ouais, un petit peu, mais c'était plutôt Eman Kari, Warren, Zaïre Emery, la bonne époque. Il jouait plus haut, Mayulu, il me semble. Ouais. Mais en fait, Seny Mayulu, il était sur le banc des remplaçants. Enfin, il montait tout doucement dans les 19 quand Warren et Eman étaient déjà installés et des patrons des 19. Quoi. On a des nouvelles d'Eman Kari. Tiens, j'en profite de Marc. Okay. Mais moi j'en ai pris récemment. C'est un garçon qui, je pense que pour savoir comment il va, il faut repenser à la phrase de Zoumana Camara dans Le Club des 5 qui dit que c'est un garçon qui a besoin de prendre du plaisir. Et c'est un garçon qui a besoin de retrouver le plaisir de jouer au football, qui va arriver en contrat, en fin de contrat à la fin de saison, que le PSG voulait absolument sortir cet été, pour lequel il a eu des offres que le joueur a refusées parce que il a besoin de retrouver du plaisir. Et c'est peut-être qu'il va en trouver en janvier. Il va peut-être trouver une porte de sortie là. C'est que le Paris Saint-Germain discutait avec le FC Séville, que je crois que c'était pas très très loin d'un accord, mais depuis de longues semaines, ça fait très longtemps. Mais le joueur est pas chaud. En tout cas, il veut quoi dans sa vie? Bon, c'est pas grave. Je vais le dire en une c'est phrase. pas la tribune. Oui. Je pense que c'est un garçon qui a besoin d'aller un peu mieux. D'accord, voilà. Ok. On parle aussi de la santé mentale de certains joueurs. D'accord, très bien. Et ça, c'est un vrai sujet. Un jour, il faudra vraiment poser ça sur la table en France et en Europe pour certains joueurs, en tout cas, parce qu'on va pas faire la tribune d'Eman Kari, mais c'était bien d'avoir de prendre des nouvelles. Mathieu Faure, avec toi, allez, attaquons par ton j'aime pas, parce que, messieurs, dames, je vais faire un peu de suspense, je sais quel est son j'aime, et je peux vous dire une chose, vous allez tous tomber de l'armoire, peut-être de la chaise, voire de plus bas. À tout à l'heure, mais pour l'instant, je veux ton j'aime pas. J'ai pas trop aimé le match de Didio, parce que il était pas trop mal jusqu'au but. Et le but, je trouve, change tout, parce qu'il place son mur n'importe comment, il fait une petite faute de main, et puis après, il y a une forme de fébrilité qui se dégage de lui, comme souvent, et voilà, et on s'est souvenu que finalement, c'était un gardien encore fragile, qui peut te
te fragiliser toute l'équipe, qui dégage quelque chose de peu rassurant. Et ça a relancé une énième fois le débat autour de sport. Je pense qu'il faudra absolument trancher l'été prochain. Là, on avait vu que sa prolongation était en stand-by, ce qui est une bonne chose, mais je pense que l'été prochain, il faut vendre et il faut enfin trancher ce poste du gardien de but qui peut pas être Safonov pour moi et trouver une perle rare pour assurer au moins un poste de titulaire pour les prochaines années, quoi. C'est quand même assez fou, effectivement. Ce coup franc, ça faisait une éternité qu'on n'ait pas pris un but sur coup franc direct, déjà, première, C'est une première, bonne question. première chose. Mais c'est Ouais. surtout, voilà, c'est que il se passait pas énormément de choses, voire pas grand-chose pour Donnarumma. Et un peu comme d'hab, ces derniers temps, il n'a pas beaucoup d'occasions et celle-ci, En il fait, la prend. En fait, pour rejoindre, alors, je suis pas à 1000% d'accord avec Matt, mais pour rejoindre un peu ce qu'il dit, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut qu'une action pour faire vaciller un peu son mental, quoi. Il a pas cette capacité, j'ai l'impression, à tout de suite faire oublier quand il fait des erreurs et à se relever très rapidement. Effectivement, sur le coup franc, alors c'est vrai que j'ai vu passer hier sur Twitter l'arrêt sur image du mur et donc de l'espace que David avait pour frapper un coup franc qui n'est pas magistralement tiré non plus, mais en fait, Didio est trop à Bien droite, placé. le mur est trop à gauche, enfin, il y a vraiment un boulevard au milieu pour qu'il aille la frapper. C'est ça, clairement, c'est une erreur de débutant, quoi. Après, moi, comme disait Matt, du coup, je le rejoins aussi là-dessus. Avant le coup franc, moi, j'ai trouvé qu'il n'avait pas grand-chose à se reprocher. Et puis même, je me suis fait plusieurs fois la réflexion que, notamment dans le jeu au pied, dans ses déplacements, dans sa disponibilité pour ses partenaires, il était assez intéressant. Et j'insiste aussi là-dessus parce que je trouve qu'il a vraiment, je trouve, bossé cet aspect-là. Il est vraiment plus proactif dans la façon qu'il a de se proposer à ses partenaires. Et il a toujours, moi, je trouve, un jeu long qui est très très juste. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il fait des petites fautes qui le mettent un peu en dedans et qui peuvent vraiment le faire vaciller. Mais sinon, moi, voilà, je sais pas à quel point moi je le remettrais quand même en question sur le global. Je me dis voilà, si on t'arrive à choper un autre très grand gardien, pourquoi pas, mais c'est toujours un peu le problème quoi. Sur ce poste, tu sais ce que tu perds, c'est pas trop ce que tu gagnes. Donc voilà, je sais pas. En tout cas, tiens, petite info, ça arrive pas souvent, mais sachez-le, Matvei Safonov, à la fin du match, s'est fait une séance d'entraînement sur la pelouse du Parc des Princes Ah bon. avec le prépa des gardiens. Il s'est fait, je sais pas, c'était un spécifique de plus de au moins une bonne vingtaine de minutes solo. Bah, dans il va son jouer coin. en Coupe de France, non? Voilà, ça annonce, je Ouais, pense, la ouais. Coupe de France Mm. pour lui, effectivement. Marc, ton j'aime Je voulais juste dire que je rejoins à 100% Mathieu. qu'il faut sortir. Je l'adore, Didio. Didio. En fait, je trouve sa personnalité, je trouve c'est un mec rayonnant, un mec sympathique. C'est un mec qui aussi vient souvent devant les journalistes quand ça va Tout à pas très fait. très bien. Mais ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est le Ça fait débat. beaucoup. Le J'aime débat, il cette revient à petite chaque voix, fois. mais Il ça y a, fait il y a un truc que je note aussi, c'est que Alex dit on sait pas on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Il y a une fois dans l'RQSI, on a été chercher un gardien confirmé, ça a très bien marché tout de suite. Keylor Navas, ça a mis tout le monde d'accord tout de suite. Donc je pense que Paris, c'est ça dont ils ont besoin. On a aussi été chercher Gianluigi Buffon et ça n'a pas marché tout de suite. Quoi. C'est Donc, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il n'avait pas le même âge. Oui, mais c'est Mais, un gardien enfin, confirmé quel, aussi. Quoi. quel joueur, voilà, c'est quel Gianluigi Buffon on a été chercher Navas quand il Oui, À était son tout prime, en haut, à son prime. effectivement. Et On voilà, sent. c'est ça qu'en fait il fallait chercher. Bonjour Marc Méchéno. Ouais, bonjour. Votre j'aime, s'il vous plaît. Mais merci pour cette Voilà. réflexion sur Gianluigi Donnarumma. Mon j'aime, c'est Dembélé à droite. La semaine dernière, ici, on avait parlé de son positionnement axial lors du Trophée des Champions. Et Loïc Tanzi nous avait même dit j'aime bien quand il est neuf. Moi, Je non. pense mais, je pense que le match d'hier, il n'y a pas photo pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça reste quand même un joueur qui a une forme de déchet et que un joueur qui a du déchet dans l'axe, ça se voit beaucoup plus que quand tu es sur le côté. De deux, parce que tu sens clairement qu'il est plus à l'aise, que ses raids côté droit, là, quand il rentre intérieur, ça fait mal. Ça marche pas toujours. Il n'a pas encore le spécial qu'il fait hier façon Robben ou Messi. Enfin, il l'a pas de manière. Tu vois, c'est pas un truc qu'on sent venir à tous les matchs, mais et on aimerait. Hein. Mais voilà, moi je trouve bien meilleur là, et surtout en fait sa relation avec Hakimi, elle est exceptionnelle. Ouais, elle est incroyable. Je pense que c'est rare. C'est rare que deux joueurs s'entendent aussi bien. Je trouve même dans le football actuel, c'est rare que deux joueurs fassent aussi bien la paire. Et eux, ils se sont trouvés quoi. Et moi, j'ai pas envie. Enfin,
j'ai pas envie de ne plus voir cette relation. En 2025, pour l'instant, le Paris Saint-Germain a un buteur unique, c'est Ousmane Dembélé, buteur dans le Trophée des Champions, et donc double buteur hier soir face à Saint-Etienne. Est-ce que tu penses que ça peut être l'année Dembélé, Matt? J'aimerais bien, mais quand tu vois la saucisse qu'il envoie en deuxième période, tu as l'impression qu'il ferme les yeux là, quand il est face au but, il a fait le plus dur. Des fois, tu te dis, la nature revient vite, quoi. Mais c'est ça aussi, c'est que je crois que c'est Julien Stéphan qui disait que dans la manière pour déstabiliser, il est dans deux ou trois meilleurs joueurs du monde. Et c'est vrai que ce qu'il fait sur le premier but, c'est incroyable. Et puis, il frappe de son mauvais pied, entre guillemets, mais la balle, elle est parfaite. Le penalty, il est bien tiré. Enfin, quand il est en forme, c'est vraiment un joueur hors norme, qui a peut-être pas d'équivalent. Dans le monde actuel, mais c'est quelqu'un aussi qui est extrêmement, extrêmement frustrant. Et là, il en a 10 buts en Ligue 1. Je crois que ça va être la première fois, peut-être la deuxième fois de sa carrière seulement qui franchit les 10 buts en championnat. C'est pas un énorme buteur, donc c'est un immense score pour lui. Donc il faut s'appuyer dessus. Maintenant, il faut espérer qu'il soit en réussite contre City, parce que pour l'instant, en Ligue des Champions, c'est pas trop le cas cette année, quoi. Est-ce que, je me pose là une question un petit peu ouverte, mais quand tu sens encore sa sortie hier soir au micro de DAZN, quand tu sens la réflexion de Luis Enrique en français pour dire oui, c'est bien Dembélé, mais il y a une équipe, il y a un groupe, on a l'impression que c'est toujours aussi frais entre le coach et le coach et Ousmane Dembélé. C'est finalement comme ça que ça marche autour de la table. Ou peut-être Marc, c'est je t'aime moi non plus entre les deux, et de toute façon c'est comme ça qu'ils vont avancer. Je pense pas que ça soit je t'aime moi non plus. C'est un coup ils peuvent se dire les choses par médias interposés, puis le lendemain ils vont se taper. Enfin, Luis Enrique va taper dans le dos de Dembélé, quoi. D'accord. Après, quand on l'avait fait en interview l'année dernière avec le Parisien, Ousmane Dembélé, il avait comparé la relation qu'il avait avec Luis Enrique à celle qu'il avait avec Xavi. Elle est plus de cet ordre-là. Il y a eu quelques épisodes en début de saison. Mais après, c'est aussi la manière de Luis Enrique de ne jamais mettre des individualités plus haut que le collectif. C'est-à-dire que quand les individualités, elles marchent bien, il ramène les questions sur des cas individuels au collectif. Et à contrario, quand elles marchent moins bien, il encense un peu. Donc, par exemple, ce qu'il a fait avec Bradley Barcola. On va y revenir. Et donc, moi, je pense pas qu'il y ait les choses se sont aplanies. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a plus d'anicroche entre eux. Ok. Tension entre eux. Bon, bah voilà, c'était Ça juste. peut repartir. Hein, je dis pas. Ouais, pas le non, mais contraire, c'est voilà, c'était juste Voilà. me demander si en plus ils aimaient pas un peu être dans cette adversité pour avancer chacun de leur côté, et surtout pour Ousmane Dembélé. Peut-être, Donc le j'aime de Marc Méchénois, mon Alex, Oui. ton j'aime pas. Juste pour confirmer ce que disait Mathieu tout à l'heure, effectivement, la dernière fois qu'Ousmane Dembélé a marqué plus de 10 buts en championnat, c'était avec Rennes. Ouais. Ah oui, 2015-2016, il avait marqué 12 buts. d'accord. Même avec Dortmund, il fait pas une saison en plus de 10 buts. En fait, Oh, il fait 10 buts, mais toute compétition compétitions confondue. Là, je parle vraiment en championnat. Ah ouais, mais il marque t'imagines, 6 buts en ça championnat fait- avec Dortmund. Ça Ouais. fait, 21 quasiment passes 8, ça fait quasiment 8 ans, ça va être Ça la fait saison 9 ans, 2000. ouais. Ouais. 15-16. Ouais, c'est incroyable. Et sa meilleure saison en termes de buts, toutes compétitions confondues, c'est avec le Barça, c'est 2018-2019, il met 14 buts. D'accord. Voilà. Ouais. Bon bah voilà. Comme Donc ça, on voit. là, on n'est pas loin du. De la Patek Philippe. Voilà. Et ouais, C'est- Je pense que, Ouais, parce que moi, ouais. je pense que c'est ça. J'ai pas d'infos. Hein. C'est son moteur. Mais moi, je pense que non, mais le pari, c'est battre son record de buts, Ouais. en fait. Oui, oui, bien sûr. Et d'arriver à un certain chiffre. Il nous a expliqué d'arriver à un certain nombre. Là, déjà, Donc, je pense que, je fais juste une Ah partie ouais, là-dessus, vas-y. mais on l'a vu prendre la balle pour le penalty, mais je pense que vraiment il l'avait pris dans le vestiaire avant le match, quoi. Vraiment, Ah c'est. Tu sais, il y a Ramos qui marche à côté de lui pour le penalty. Et Jean Ramos se dit, si jamais il Ouais, perd ouais. le ballon, Ouais. je le récupère, je tente de le tirer. Mais Ousmane Mais Dembélé, ouais, on sentait qui que était très bien frappé en plus. On sentait que le 10e but c'était vraiment Ouais. une motivation de fou, quoi. Genre on sentait voilà, c'était le 10e, il avait l'occasion de le mettre, c'était maintenant, quoi. Oui, Marc. Ouais, Cours, sur les- et après, on va voir Alex. Sur les pour- pénaltys, c'est un truc qu'il aurait aimé. C'est une tâche, un rôle qu'il aurait aimé qu'on lui donne en début de saison. Et on parlait de la relation avec Luis Enrique, c'est un des sujets qui a un peu grippé l'affaire.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vitinha et lui ont une manière de tirer les pénaltys. Ouais. C'est quand même du très très haut niveau et celui d'hier soir était quand même très joli. Alex, Mon j'aime pas, oui, c'est un j'aime pas de frustration. C'est un j'aime pas à la fois contre le joueur et puis contre un peu, on va dire, sa situation en général. Mais j'ai pas aimé voir sortir Ramos à la 60e minute, son troisième, je crois. je me suis ému au micro en disant mais pourquoi lui en fait? T'as l'impression, En voilà. fait, pourquoi lui? Parce que en même temps, il touche, je crois que j'avais la stat tous les yeux, il touche 18 ballons dans le match. Il a une énorme occasion en première période qu'il rate. Et puis à côté il n'arrive pas non plus à s'en procurer de ouf. Il n'a pas vraiment pesé sur le jeu hier. Et c'était la dernière émission, Ouais. pardon, c'est la dernière émission où on avait un débat sur est-ce que c'est un super sub ou pas. Et j'avais dit, c'est vrai que moi j'aimerais le voir titulaire. Et puis en même temps, quand il est titulaire, il est jamais aussi bon quand il est remplaçant. Et puis du coup, il arrive moins à peser, etc. Et donc je me dis, effectivement, je suis extrêmement frustré de le voir sortir à la 60e parce que je me dis, c'est le premier qui sort, c'est le premier qui paye les pots cassés des choix de Luis Enrique, surtout pour aller après foutre Désiré Doué à droite, Dembélé dans l'axe, et on réorganise complètement le truc dans une deuxième période où le PSG a été assez inoffensif. Et ça m'a frustré en fait de voir Gonzalo Ramos encore rater une occasion de bien se faire voir et de se montrer. Alors après, il y aura toujours ce débat de du coup est-ce qu'il est vraiment taillé pour ça, est-ce qu'il est vraiment taillé pour être titulaire. Je pense que on sera d'accord ou pas d'accord autour de la table. Mais moi ça m'a agacé parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un profil que j'aime beaucoup et ça m'a énervé de le voir sortir à la 60e alors que voilà quoi. Je pense qu'il avait encore peut-être des choses à montrer, à apporter. Matt, on a l'impression que Barcola, Dembélé, voilà, savent pas jouer avec ou très peu. En plus, ils vont pas le chercher, le trouver. Le truc, c'est que l'occasion qu'il rate en première mi-temps avec sa frappe sans calcium, elle donne le là de son match, quoi. Mm. C'est normalement un neuf, lui, c'est un pur neuf. La balle, elle est dans une zone de neuf. Ça doit faire ficelle, je peux pas te poser de questions. Il y a vraiment aucun danger sur cette frappe. Et puis, il y a aussi même s'il joue bien le coup, mais cette espèce de reprise un peu dans un centre là, du genou là, que l'Arseneur arrête en deux fois. Et c'est vrai moi, comme je suis un peu comme Alex, je le trouve meilleur, je trouve, quand il rentre. Parce que voilà, il y a peut-être des situations. Plus intéressante pour lui. Peut-être qu'il a encore qu'une autonomie de 30 minutes à fond. Et ouais, il n'arrive pas trop à combiner. Puis je trouve qu'il n'est pas dangereux en fait. C'est vraiment, il fait pas peur aux défenses, il met pas de poids, il met pas d'impact. Donc c'est un peu difficile. Mais ce poste de numéro 9, que ce soit un 9 faux 9, depuis le début de saison, tous les mecs qui y ont joué, ils ont été au casse-pipe, hein, que ce soit Asensio, Doué un peu, Dembélé, Randall quand il a un peu joué. C'est un poste difficile dans cette configuration et je ne sais pas encore quel joueur va être capable de l'interpréter avec suffisamment de talent et de ce que veut le coach. Donc pour l'instant, on n'a pas la formule et peut-être que lui, c'est mieux que rien, mais c'est vrai que ce qu'il a fait hier, c'est vraiment insuffisant contre quand même une équipe promue, hein. Effectivement, Gonzalo Ramos qui est sorti frustré à la 63e minute de jeu dans ce match face à Saint-Étienne. Marc, avec toi, on avait fait ton j'aime, on passe à ton j'aime pas. C'est un j'aime pas sévère par rapport à son match d'hier qui est globalement correct, mais c'est Kanguinli. Je trouve que c'est un joueur qui d'ailleurs, je pense, hier évolue à son meilleur poste parce que côté droit, c'est un joueur très prévisible qui manque d'explosivité. Et Il ne pas avec Hakimi correctement. ouais, mais voilà, je trouve juste c'est un joueur très prévisible qui rentre souvent intérieur pied gauche pour se retrouver sur son pied gauche. Et hier, il y a un moment donné, on l'avait. Le pied droit, c'est pas trop son fort. Il y a un moment donné, on en parlait avec Alex pendant le match. Il est tout seul, il peut frapper dans la surface de réparation. Mais sauf qu'il est sur son pied droit et en fait, il fait extérieur pied gauche pour la décaler à Hakimi ou à Dembélé. Le jeu, c'est de frapper. Mais donc voilà, globalement, je trouve que c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts, mais pour pas grand-chose. On nous vend comme un joueur sur lequel le PSG compte, le PSG s'appuie. Mais pour moi, c'est un bon remplaçant, quoi. C'est un joueur qui fait le nombre et qui est un bon remplaçant. Et si il attend une cote que ça, moi je trouverais pas ça bête que de le voir partir à l'été, surtout pour pouvoir dans une optique de renforcer la concurrence. On parle d'Ousmane Dembélé qui traverse une bonne passe. Ousmane Dembélé, il sait pertinemment que c'est pas Kanguinli qui va lui prendre sa place. Et que si on veut jouer la concurrence comme on va le faire comme ça va être fait pour Bradley Barcola avec l'arrivée de
d'un Géorgien. Je vais pas prononcer son prénom parce que je suis T'inquiète, ça va je suis pas bientôt encore venir. rodé, tu vois. Varane. Je pense que voilà, il serait intéressant de sortir Kanguinli pour le remplacer et peut-être mettre un concurrent un peu plus costaud. Très court, et après je rebondis avec toi, Alex, justement sur Kanguinli, mais la semaine dernière, la Première Ligue est apparue autour du dossier. Non, rien là-dessus. Moi, j'ai pas d'infos Ok. particulières sur Kanguinli. Moi, très franchement, si tu as une belle offre, Non, mais visiblement, ils en ont eu cet été. Ils ont catégoriquement fermé la porte. faudrait pas se séparer du meilleur vendeur de maillots, Alex Oui. Afflalo. Non, mais Pour moi, j'ai très clair, hein. Ok, il a marqué 6 buts en championnat, mais ce type est une énigme. J'arrive pas à m'emballer pour son jeu. Voilà. ce que j'allais dire, effectivement, ça reste quand même le troisième meilleur buteur du PSG cette saison, Mhm. derrière Barcola et Dembélé. Non pas que ça veuille forcément dire quelque chose, ça veut quand même dire que quand il a eu des occasions franches, il a su les mettre, voilà, ce qui n'est pas arrivé à tout le monde. Il ne faut pas oublier aussi qu'il est relativement jeune, hein. Il a 23 ans, c'est pas un âge. Enfin, il a pas 27 ans, il n'est pas au sommet de sa carrière, etc. Je pense que c'est un joueur qui pourrait gagner à prendre confiance en lui, parce qu'en fait, on sent qu'il est toujours très prudent dans ses choix, qu'il n'ose pas faire des gestes un peu qui sortent de l'ordinaire. Beaucoup de passes latérales, de petits trucs, de conservation de balles. Il est très prudent, quoi, dans son jeu, ce qui peut donner un aspect un peu ennuyeux, mais techniquement, je le trouve assez doué. Hier, notamment, il sort à un moment une frappe de loin qui file en lucarne. L'Arsenal fait un très bel arrêt dessus, et si ça rentre, je pense que tout le stade se lève, dans la demi-seconde, quoi. Donc, je sais pas, moi, en fait, j'ai pas envie de le. Enfin, c'est comme tous les joueurs qui sont un peu prometteurs, encore un peu jeunes. J'ai pas envie de l'enterrer tout de suite. Je pense que pour l'instant, voilà, il est bien dans ce rôle de joueur de complément. Moi, je me souviens que quand le PSG l'avait recruté, on nous avait dit très clairement au club que c'était un joueur qui était censé jouer au milieu de terrain. Il l'avait vraiment pris pour renforcer le milieu de terrain. Donc, effectivement, que si le PSG va chercher un ou deux joueurs offensifs en plus pour épaissir un peu l'attaque, que Kanguinli puisse redescendre un peu, jouer dans un registre un peu plus bas sur le terrain, ça peut aussi peut-être l'aider, parce que c'est vrai qu'à droite, moi, il me convainc pas. Ça va faire beaucoup de joueurs parce que Kvaratskhelia, il est censé venir à gauche. Bien. C'est Pas pas mal. encore tout à fait. Comment on dit déjà? Attends, écoute bien. Khvicha Kvaratskhelia. Voilà. Khvicha Ouais. Bon, Kvaratskhelia. Gvara alors. je suis C'est lui, hein, pas dans la en parle, merde. qui le dit lui-même. Ouais, Gvara, il va venir à gauche, donc Désiré Doué est censé revenir dans l'axe. Donc si tu as Kanguinli dans l'axe, plus Fabien Ruiz, Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Seny Mayulu, tu dois te faire Doué et Kanguinli, ça va faire 7 joueurs pour 3 postes, ça fait quand même beaucoup. Donc non, je pense qu'il va rester... Je préfère enlever Ruiz que Oui, mais Ruiz, il partira pas, a priori, cet hiver. Non, cet hiver, non, mais. Et l'autre point, moi je trouve que ouais, en fait, hier il a une activité, mais je trouve que il a une très belle il a une bonne première touche de balle, une qualité de passe aussi et de centre qui est pas inintéressante, hein. Mais je vois pas en quoi ce joueur fait des différences. Ouais, Voilà. moi, je te rejoins, en tout cas, Marc, sur ce point-là. On va terminer avec le j'aime de Mathieu Faure. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui connaissez cette émission, vous qui l'écoutez religieusement toutes les semaines, asseyez-vous tranquillement. Si vous êtes au volant, mettez le véhicule sur le côté. On va tout de suite écouter le j'aime de mon Mathieu. Mathieu, t'aimes qui? C'était pour protéger Kanguinli, tu m'as pas demandé mon avis. Vas-y, t'as le droit sur Kanguinli, mais alors vraiment, t'as le droit à 3 mots. Il est nul. Voilà, c'est bon. Maintenant, tu peux passer. Non, juste, je trouve qu'il manque absolument, il a aucune personnalité. Je veux dire, Marc parlait du temps de jeu de Mayulu, mais aujourd'hui, moi, je serais pour donner le temps de jeu de Kanguinli à Mayulu. Qu'est-ce qui t'apporte Merci. Kanguinli, surtout en Ligue 1? Ah bah rien. Ah Voilà, non, je donc, suis d'accord avec toi. J'ai ces 6 buts sous les yeux. Vas-y. Le Havre, Montpellier et doublé à Angers, après Strasbourg et Rennes. Ça veut dire qu'il a mis les 2 tiers de ses 6 buts contre Relégable, quoi. les relégables. Alors je Il dis faut bien pas. quelqu'un les mette les buts après. Ouais, voilà. faut bien quelqu'un. Bah, Mais il y a des joueurs plus confirmés qui les mettent pas les buts, hein. Dans Randal Colomani, un match où tu tu as gagné 4-1, voilà. 6-0 et 5-2. Non, il a un pied gauche, on peut pas lui enlever, mais putain, il a une palette technique de dribble. Toi, c'est un dribble qui marche jamais, il a pas de vitesse.
Puis je trouve qu'il a vraiment aucune personnalité. Il se dégage rien de lui. Il est absolument scolaire dans tout ce qu'il fait. Caio Franchement, moi, Henrique s'est c'était fait prendre contre Canguilhem la semaine dernière au Trophée des Champions. C'est Voilà. la première fois que je voyais un joueur se faire Se faire attraper. choper par le conseil. Par le Bon, j'avais fait un super lancement. J'avais dit aux gens de se mettre sur le côté. Maintenant, tu peux y aller, mon Mathieu, sur. Moi, voilà, hier, franchement, je l'avoue, c'est la nouvelle année, j'ai pris des bonnes résolutions. J'ai envie d'être positif. Hier, j'ai bien aimé le match de la fraude Fabian Ruiz. Voilà. J'ai trouvé. Fabien Ruiz. Ouais, dans sa manière de récupérer des ballons, de faire avancer le jeu, de distribuer, je lui ai trouvé des qualités. Et je me suis même dit, putain, c'est pas mal ce qu'il fait, hein, franchement. Il est assez soyeux, une petite palette. Après, c'était pas extraordinaire, c'était pas Thiago Motta, mais hier, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait dans ce poste. Tout n'était pas parfait, mais j'ai trouvé plutôt intéressant dans l'entrejeu. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Et j'ai préféré le voir à ce poste-là que Vitinha en Saint-Étienne en ce moment, qui m'exaspère beaucoup avec ses 150 touches de balle, qui en plus est une porte de saloon défensive. Donc j'ai trouvé franchement techniquement que c'était assez propre et voilà, j'ai pris du plaisir à le regarder et écoute bien cette phrase parce que je pense que je vais pas la dire souvent. Tu vois, la mettre de côté. J'ai pris du plaisir à le regarder. Alex, est-ce que tu es dans le même état d'esprit autour de. C'est vrai qu'hier soir, même nous avec Pia Clément aux commentaires, c'est ce qu'on disait, il a rattrapé beaucoup de coups. Il venait rattraper des bêtises de certains. Il était là, Fabien Ruiz. J'ai l'image en tête d'un moment où il fait un retour défensif, où il tape son meilleur sprint, mais enfin, c'est un sprint de Fabian Ruiz, quoi. C'est-à-dire que, en fait, même à pleine vitesse, je le trouvais lent, quoi. Mais enfin bon, voilà, c'est juste pour la. Oui, Fabien Ruiz fait pas son pire match hier avec le PSG. Je trouve qu'effectivement, dans l'idée qu'a Luis Enrique de ce milieu qui redescend dans la défense et qui vient apporter, qui va être ce troisième défenseur en phase offensive, effectivement, il coche les cases parce que voilà, en fait, moi, offensivement, ce qui me gêne, c'est sa lenteur. Il est meilleur quand il a vraiment le jeu devant lui et qu'il peut anticiper un peu. Là, donc, du coup, il était dans un rôle qui était plus confortable pour lui. Pour autant, moi, je l'ai toujours dit, s'il y a un à un que je sacrifie dans le milieu de terrain, même dans l'effectif, c'est plutôt lui, parce que il est trop intermittent dans justement ce qu'il peut apporter de positif et moi je l'attends plus justement dans le rôle qui est plus le sien d'étude, qui est vraiment offensif, création, de créer des occasions, etc. Et ça on le voit pas assez malheureusement. On a tellement l'habitude, on sait que Luis Enrique, il l'adore, il l'aime, c'est un joueur intelligent comme il les aime et pour l'instant il est toujours là. Fabien Ruiz, et c'est donc le j'aime de notre Mathieu. Notre tour de table est terminé pour ce match face à Saint-Etienne. Vous avez vu, on en a oublié un, oui, un garçon qui à la 35e minute de jeu a fait lever le Parc des Princes. On s'est dit voilà, c'est fait, il est délivré de 2 mois de pénitence sans marquer le moindre but depuis le 9 novembre. Il galère à marquer Bradley Barcola et pourtant ce but a été annulé, j'ai toujours pas compris pourquoi, par Benoît Maillot, l'arbitre de la rencontre. Faut-il s'inquiéter pour le soldat Barcola? Oui, parce que Bradley Barcola ne marque pas. Bradley Barcola a désormais de la concurrence. Bradley Barcola va avoir encore plus de concurrence dans quelques jours dans sa zone. Je me retourne vers les copains. J'attaque avec Marc Méchénois qui m'a regardé. Quand j'ai posé la question, il m'a fait cette petite moue genre « T'inquiète, pas de problème ». Toi, t'as pas peur pour Bradley Barcola? Non, parce que je Est-ce pense qu'il faut s'inquiéter pour non, lui? mais je pense qu'il faut lui accorder aussi du crédit à Bradley Barcola. Il faut regarder son passif, il faut regarder d'où il vient, il faut regarder ce qu'il a fait. C'est un garçon qui a 2 ans, émergé à peine dans le monde professionnel et qui a une ascension fulgurante, qui a connu des petits moments de creux et qui a toujours répondu en remettant un coup de collier, en passant à un niveau supérieur. Donc je suis pas inquiet pour ça. Et je pense aussi que c'est un garçon qui est très lucide sur lui-même et qui il sait et pourquoi il a traversé cette période difficile. Je pense qu'il y avait un gros coup de mou physique, un gros coup de mou mental, parce que c'était le garçon dans la lumière du début de saison et il a fallu pour lui digérer tout ça. Il s'est senti aussi beaucoup plus attendu par nous, par les spectateurs, mais aussi par les défenses de Ligue 1. En septembre, j'avais discuté avec un défenseur de Reims qui m'expliquait que toute la semaine, dans des capsules vidéo individualisées, il l'avait travaillé sur une prise, même pas à 2, mais quasiment à 3. Donc, ouais, c'est un joueur qui est complètement attendu et qui a aussi une petite fatigue physique.
et une fatigue morale et qui a accepté la période qu'il a traversée pour souffler un peu, donc ça va être un peu plus souvent pour le banc. Et puis là, il est parti en vacances en famille. C'est un garçon qui est souvent avec sa famille à Lyon et qui a pris quelques jours au soleil dans une destination qui est chère aux footballeurs et qui revient reposé, en pleine forme. Et je trouve que hier, malgré pas mal de déchets, on l'a vu refaire des choses qu'il n'avait plus fait depuis longtemps, à savoir des courses tranchantes, des retours défensifs, des duels. Même si au duel avec le ballon en face à face, il a eu beaucoup de déchets et dans ses choix aussi, il a eu des déchets. Je trouve qu'il y avait du mieux et ça, je pense que ça va revenir. Mathieu, Bradley Barcola, lui, t'inquiète, j'entends les arguments de Marc, mais on a un garçon qui est prévisible, comme on le dit, là, ils savent le prendre désormais, et il a du mal à faire les différences désormais. Hein. Bah, ça fait partie de son apprentissage. Je veux dire, comme l'a dit Marc, il y a 2 ans, je crois, à la même période, Lyon envisageait de le prêter en Suisse. Aujourd'hui, il est quasiment titulaire indiscutable au PSG. On parlait de lui comme le remplaçant idoine de Kylian Mbappé. Il est quasiment titulaire en équipe de France. Enfin, faut le digérer tout ça. Donc, puis il avait fait un début de saison tonitruant où tu avais l'impression qu'à chaque fois qu'il faisait un petit enroulé à la Thierry Henry, ça finissait en lucarne. Et voilà, là, c'est une petite période de doute. Comme Marc, hier, je l'ai trouvé un peu mieux. Tu sens qu'il doute un peu parce que le face-à-face avec l'Arsenal en deuxième mi-temps, ça doit aller au fond. Mais il fait des diffs, quoi. Il arrive à prendre l'appel, à prendre la profondeur. Il passe un peu moins en 1 contre 1 parce que les défenseurs le lisent mieux. Mais je trouvais que dans l'attitude et puis dans l'effort physique, c'est un peu mieux. Et la concurrence du Géorgien, s'il vient, ça va forcément lui faire du bien parce qu'un joueur qui est trop établi, qui n'a pas de concurrence, bah, il sait que même s'il n'est pas bon, il jouera. Et puis à un moment donné, tu te fatigues, tu fais moins les efforts, tu te sens moins alerte. Donc ça fera du bien à tout le monde. Donc inquiet, non, mais c'est vrai qu'il traverse une phase de doute. Hein. Quand tu es meilleur buteur de l'équipe et que tu ne marques pas pendant 2 mois, ça pose forcément des questions. Mais comme Ramos, le premier but qu'il va remarquer va lui faire du bien. Et puis derrière, ça va repartir. Marc, qui voulait réagir, Juste et après Alex. un Pardon. tout petit point dans la préparation du match de cette semaine. Il a été malade aussi en milieu de semaine et il avait pris un choc à la tête avec Thilo Kehrer la semaine dernière lors du Trophée des Champions qui l'a un peu secoué, exactement. Et je pense que ça a aussi un peu tronqué la préparation de son match, mais je rejoins Matt. Moi, j'ai vu des choses que j'avais pas vues depuis longtemps. Alex, on parlait de concurrence. Moi, ce que je regarde, c'est que dans les joueurs multitâches désormais de Luis Enrique, Bradley Barcola, c'est l'un des seuls qui, à gauche, t'as ton couloir, sauf que là, Kvaratskhelia arrive, ou va arriver, on va en parler tout à l'heure, et là, il va y avoir concurrence. Il va y avoir concurrence pour lui. Il y a Désiré Doué aussi qui est dans les parages, qui lui peut être multitâche, gauche, droite, centre. Il faut quand même qu'il se réveille et qu'il marque. On a besoin de ça. C'est l'un de nos attaquants. Moi, je rejoins tout à fait ce que disait Marc tout à l'heure sur le fait que, pour moi, ce qui a changé, c'est que les défenseurs sont beaucoup plus sur lui maintenant. Et en fait, il a un peu le step à passer que tous les joueurs offensifs un peu talentueux ont à passer, qui est de toujours pouvoir rester imprévisible et toujours pouvoir rester un danger pour les défenseurs, même s'ils sont maintenant à 2, 3, 4 sur lui en permanence. Moi, pareil, je rejoins totalement ce que disait Marc et Matt d'ailleurs sur le fait que hier, moi, j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup plu dans le tranchant, dans l'assurance. Il a des belles occasions. Alors effectivement, son but est refusé, mais franchement, il aurait pu en marquer 1 ou 2 et ça aurait pas été choquant. Ça va être une histoire de déclic et oui, ça va être intéressant. En tout cas, je suis vraiment vraiment curieux de voir comment va s'articuler la concurrence avec Kvaratskhelia. Ah là là, Voilà. déjà il vient le bon élève. voilà, pim, déjà il vient Non, mais moi, là. moi, j'écoute le prof. Parce que oui, c'est un joueur, un joueur confirmé, enfin en tout cas avec une très grosse cote qui arrive par rapport à Barcola qui est encore un peu un rookie, on va dire, enfin qui est pas aussi, qui a pas un tel phénomène, on va dire, que Kvaratskhelia. Avec un gros cas, enfin on en reparle tout à l'heure. Et après, moi, le seul truc effectivement que je voulais noter, c'est que je me suis fait la réflexion, donc après l'entrée en jeu de Désiré Doué, moi j'ai beaucoup vu Barcola très proche de l'axe avec Dembélé et faire un genre de 4-2-4 quoi, avec Nuno Mendes qui était très haut, et quand Nuno Mendes montait, du coup Barcola revenait dans l'axe. Et je pense qu'il y a aussi ce truc où si Barcola veut
développer ce truc de buteur aussi, il va devoir aussi un peu étoffer sa palette, ou en tout cas les zones dans lesquelles il va avoir de l'influence. Et je pense que ce rôle un peu axial, mais pas tout seul, parce que je pense pas qu'il a le physique pour ça, ce rôle un peu axial avec un autre joueur où ils peuvent un peu combiner, etc., ça peut être intéressant pour lui de développer ça. Est-ce que ce genre de joueur, Marc, et on va finir là-dessus, est-ce que ce genre de joueur a besoin, moi j'ai l'impression qu'il a beaucoup appris à regarder Kylian Mbappé, dans dans ce qu'il a de bon, on va dire, c'est-à-dire le sportif. Est-ce qu'il lui manque pas dans cet effectif des joueurs sur qui, eh bien, travailler et avoir un Dembélé, quand même. ouais, peut-être Dembélé, ouais, mais il y a pas un joueur qui est au-dessus, enfin, tu vois, dans le niveau technique, et c'est peut-être ça aussi qui lui manque. Des joueurs qui lui apprennent. Non, à Bradley Barcola, tu sais, on parle de Bradley Barcola. Ouais, non. Mais non, parce que tu nommais Non, pas. non, pardon, je ne l'ai pas nommé, effectivement. Est-ce qu'il lui manque pas des exemples? Je pense qu'il en a en fait. Tu vois, tu joues la Ligue des Champions, tu regardes tu Oui, mais dans côtoies ton propre effectif, Ouais, à t'entraîner avec des joueurs tu vois, de très haut niveau. Ouais. Je ne saurais te répondre. Je ne D'accord. saurais répondre à cette question. Est-ce qu'il a besoin d'exemples, de locomotives? Je pense que ça va. Il en a quand même côtoyé quelques-unes des Non, locomotives. bah, Même pour la Ligue 1, je mets Alexandre Lacazette, je le mets comme une locomotive. Hein. mais bien sûr, non, mais voilà. Tu vois, quand tu as côtoyé ce genre de joueur, Lacazette, ça joue en Angleterre, tu as côtoyé Mbappé, c'est déjà le top. Après, il y a un moment donné, tu peux pas passer toute ta carrière à suivre des exemples, je pense. Et je crois que c'est un garçon avec un caractère suffisamment affirmé pour savoir où il veut aller, ce qu'il doit faire. Et surtout, quand c'est un garçon c'est un énorme bosseur, en fait. En vrai, c'est un vrai bosseur. Et je pense que moi, c'est pour ça que j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il revienne. Voilà. Très vite, on l'espère, bien évidemment. Et un but en Ligue des Champions, ça serait vraiment sympa de sa part. Et pourquoi pas dès la semaine prochaine. Oui. Ouais, il y avait un truc hier. Je me lance Ouais, pour aller chercher la pub, la promo, dis-moi. Ouais, si tu veux, je te la lance après. Non, vas-y. Non, hier, j'ai trouvé il y a encore un truc qu'on voit et qui traduit sur sa baisse de régime, c'est que dans ses choix, tu sens le manque de confiance. À un moment donné, il peut la donner à Ramos en retrait, il la donne pas. La passe sur Seny Mayulu qui doit faire toute cette première intention et puis il perd le ballon et c'est là où il va le récupérer en faisant faute et il marque. Et il a encore ce petit truc, ce petit réglage à trouver. Mais même, on parlait de mettre un but, le jour où il met une passe D, ça va le faire. Vous êtes dans 100% PSG, la tribune, le podcast de ici Paris, Île-de-France. Et on va se faire une petite pause. Je vous conseille bien évidemment de nous mettre des petits messages, des petites étoiles, des petits commentaires sur YouTube, mais aussi sur les plateformes de téléchargement. Merci. Saturé. Ici, le média qui vit comme vous. Ici, 100% PSG, la tribune. Alex Aflalo est avec nous, Matt Fort et Marc Méchénois, tous les trois pour débattre de l'actualité du Paris Saint-Germain. Échanger bien évidemment sur ce PSG qui s'est imposé hier 2-1 face à Saint-Etienne. Juste dire que très franchement, le petit entraîneur norvégien, même si je l'avais allumé sur une émission télé en disant que j'étais pas content parce que moi je voulais Zoumana Camara, c'était pas mal. Franchement, il a regardé droit dans les yeux le Paris Saint-Germain. Je me rappelle de coach français qui était venu prendre quelques danses avec Saint-Etienne, dont un qui après devenu coach du Paris Saint-Germain, voilà, qui tentait de faire la même chose, à regarder le PSG droit dans les yeux, et qui s'est fait un petit peu sécher par des 5-0 à tir-larigot par notre Zlatan et autres Edinson Cavani, mais ça c'était le bon temps, brave dame. Là pour l'instant, on va revenir les amis sur la rotation avant de parler mercato. Oui, j'aimerais juste... Petit tour de table rapide et après on fait le mercato parce que je sais que les gens attendent cela. Mais la rotation du Paris Saint-Germain est-elle une force ou une faiblesse pour ce PSG cette saison? Pourquoi je vous pose cette question qui est vraiment un peu large, ouverte bien évidemment, c'est que hier soir on a quand même tous été surpris de voir face à un match face à Saint-Etienne un milieu de terrain par exemple Mayulu, Canguilny et Fabian Ruiz. Est-ce que cette rotation va être finalement une force pour nous dans ce qui nous attend, les matchs de Ligue des Champions, les matchs de Ligue 1, les matchs de Coupe de France? Si Paris se qualifie partout, Paris on a jusqu'à début mars, un match tous les 3 jours jusqu'à début mars. Mathieu, ça fait un peu question philosophique, mais est-ce que la rotation est une force ou une faiblesse pour le Paris Saint-Germain?
cette saison? Ah bah une force forcément, ça te permet de mobiliser l'intégralité de ton groupe, de répartir les temps de jeu, donc du coup de mieux gérer la fatigue, de pouvoir relancer des joueurs qui reviennent de blessure. Quand je pense à Lucas Hernandez hier par exemple, Ramos qui est revenu petit à petit. Forcément c'est important quand tu joues avec 15 joueurs et que tu joues tous les 3 jours, t'as un creux physique qui va te tuer. Donc moi je trouve ça vachement bien quoi. Par rapport à cette équipe du Paris Saint-Germain, Marc, est-ce qu'à un moment donné, cette rotation n'est pas déséquilibrante? C'est-à-dire que hier soir, tu t'attends quand même, c'est une équipe de Saint-Etienne qui est, bon, certes 16e, mais moi je pensais plutôt qu'il allait faire tourner le coach sur Espali et donc tenter des joueurs comme Mayoulou justement sur Espali et pas plutôt contre Saint-Etienne. Ouais, mais c'est aussi des messages que tu envoies. Tu vois, un garçon comme Céline Mayoulou, si tu l'envoies contre Espali, le message que tu lui fais passer, c'est que tu seras concerné sur les tout petits matchs de Coupe de France, alors que en fait le calendrier tel qu'il est construit et tel qu'il se présente, avec un match tous les 3 jours jusqu'à quasiment la mi-mars, Mm. si le PSG passe Passe. la Champions League et avance en Coupe de France, t'oblige à concerner tous tes joueurs euh, pour pouvoir les faire souffler, pour pouvoir les maintenir sous tension. Et moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Alex, justement, sur cette rotation, et il y a très peu finalement de. Bon, allez, Hakimi et Mendes. Et après, ça peut bouger, enfin, à tout Ouais, moment. et Mendes, je pense qu'il va aussi pouvoir bénéficier d'une certaine manière du retour en force de Lucas Hernandez. Alors, juste parenthèse, on n'en a pas parlé, mais Lucas Hernandez, quel plaisir de le revoir. Vraiment, Central gauche, t'aimes? moi j'adore ce joueur et je trouve que il y a quelques trucs comme ça qui trompent pas et quand tu vois dans son attitude, dans son assurance, dans son agressivité, je trouve qu'il a beaucoup manqué à cette équipe. Parenthèse Il m'a fermée. fait hyper peur le début de match quand même. J'ai cru qu'il allait découper tout le monde. un peu trop donc Il a envie, ouais, tu sens que le mec il a tellement, ça fait. ça lui a manqué. Mais moi, je sais pas, moi, il m'a manqué en tout cas ce joueur et je pense qu'il va apporter vraiment, en tout cas en sérénité on va dire en assurance. En leadership même. En leadership à cette équipe, là, clairement. Sur le reste, ta question, c'était quoi déjà? C'est sur la rotation. Oui. Et voilà, il n'y a pas de titulaire indiscutable. Et Non. est-ce qu'à un moment donné, sur un match face à Manchester City, est-ce que cette rotation t'aura servi? Le truc qui est sûr aujourd'hui, c'est que le PSG a un boulevard en Ligue 1 et que ça permet justement à Luis Enrique de faire ce qu'il a fait hier, c'est-à-dire de mettre. Ce qu'il a fait l'année dernière aussi. Et l'année dernière, c'est-à-dire de donner du temps de jeu à Mayoulou, à Ruiz, à Ali, à d'autres, de se permettre parce qu'en fait, au final, la Coupe de France, on se dit que c'est un petit match face à Espali, mais ça reste un match de coupe, ça reste un trophée à aller chercher. Moi, ça me choque pas qu'il privilégie le match de coupe au match contre Saint-Etienne où t'as toujours au pire, tu n'auras que 4 points d'avance, quoi. Donc voilà, en Ligue 1, pardon. Donc voilà, oui, jusqu'ici, moi je trouve que Luis Enrique a une gestion de son effectif qui est assez intelligente, assez équilibrée, assez bien faite. Tout le monde est impliqué, tout le monde peut se montrer. Le principal, comme tu l'as dit, à un moment on va avoir 3 matchs par jour, peut-être jusqu'en mars, si le PSG se qualifie pour la Ligue des Champions. Il va falloir avoir les meilleurs joueurs à leur meilleur niveau physique et ça sera forcément par des temps de repos, ça sera forcément par des temps de récupération et donc par le fait d'avoir une rotation qui est bien huilée et c'est le cas aujourd'hui. Marc, tu veux rebondir? Ouais, moi, il y a un truc dans cette rotation qui m'embête par moment. C'est pas tant la rotation, c'est la polyvalence attribuée à certains joueurs, où on voit parfois apparaître des joueurs qui sont placés à des postes qui ne sont pas les leurs et dans lesquels ils ont des prestations plus que moyennes. Moi, voir Warren Zaïre-Emery latéral droit en phase défensive quand Hakimi n'est pas titulaire, ça m'embête. Voir Beraldo à gauche qui enchaîne les très mauvais matchs Lui à aussi, il a gauche. été épargné dans notre petite discussion. Ouais, c'était pas catastrophique Allez, non plus, mais voilà, je trouve que ça me pose un peu plus de problématiques, ça me pose plus de problèmes et surtout, en fait, les joueurs ils ne diront jamais. Ils diront jamais, moi je joue quoi. Mais ils diront jamais, ouais, à droite ou à gauche, c'est pas mon poste. Donc ça me pose parfois question et en fait, il aime bien avoir un effectif stable et assez restreint. Le
les feuilles de match n'autorisent que la présence de 20 joueurs. Donc lui, il n'est pas un adepte des groupes à 25-26, quoi. Et c'est son choix. Mais par exemple, ce qui fait qu'aujourd'hui, clairement, le remplaçant identifié de Nuno Mendes, on ne le connaît pas vraiment. Celui de Achraf Hakimi non plus, parce que Yoram Zagué, il joue pas. Oui. Il va jouer mercredi. Oui, ça, avec mais Pascal voilà, Kimpembe, quoi, c'est les deux. et ça, pour moi, ça reste une énigme et un problème à résoudre. Juste, finalement, c'est Mathieu, c'est pas la rotation, c'est la polyvalence, en fait, le problème. Ah non, moi je trouve pas que c'est une polyvalence. Tu as des joueurs qui sont capables de faire plein de choses. Ce qui est le problème qui va être, c'est que si tu perds un joueur clé, la marque en parlait, c'est sûr que si demain tu as Nuno qui se pète sur 4 mois ou encore plus grave, Achraf, là tu vas être face à un vrai problème parce que c'est des joueurs qui n'ont absolument pas de remplaçants et même dans la polyvalence, c'est des solutions terre. Toi, c'est des joueurs vraiment qui sont pas, c'est pas leur poste de prédilection, quoi. Tu peux pas faire une saison avec Warren 3 mois arrière droit parce que tu n'as rien d'autre. Donc là, c'est un risque que tu as pris qui est connu, quoi. Et aujourd'hui, tu as presque même un risque en axe droit où tu te rends compte que quand Marquinhos n'est pas là, tu n'as absolument personne et tu n'as que des gauchers. Et ça pose même la question, mais ça, c'est un autre débat qu'on porte tout à l'heure, c'est l'avenir de Presco, où hier, tu n'as ni Skriniar ni Marquinhos et il n'est même pas dans le groupe. Donc ça veut dire que là, on va arriver en février bientôt. Février, ça fera 2 ans qu'il n'a pas joué au football. Je veux dire, cet été, à mon avis, il faudra savoir qu'est-ce que tu fais de Presnel Kimpembe. Est-ce qu'il est capable d'être un joueur de haut niveau au Paris Saint-Germain, hein? Je l'ai dit la semaine dernière. Moi, oui, parce que oui, si Voilà. t'as pas écouté l'émission en entier, Mathieu, de la semaine dernière, Marc a annoncé qu'on pouvait ressortir la capsule vidéo. On te la ressortira, Ouais. bien évidemment. Je dis que c'était mon sentiment. Voilà, en le fait. sentiment. Beaucoup de gens ont écrit Oui, sur les réseaux comme d'habitude, sociaux mais c'est voilà, je te rassure, c'est comme moi, on a annoncé que Gonzalo Ramos, je vous ai dit que Gonzalo Ramos allait bientôt parler en français parce que on l'avait croisé dans les couloirs et voilà, et donc en gros il y a des sites qui ont repris et derrière je me suis fait allumer dans tous les sens en disant que c'était pas une info, mais c'était juste un ressenti. Voilà, c'était un peu la même chose. Et donc le ressenti de Marc, c'est de dire que dans 6 mois, Prestel Kimpembe ira du côté du Qatar pour poursuivre sa carrière. Les amis, on termine avec la partie mercato, bien évidemment, parce que c'est ce qui va être chaud bouillant. Juste, on rappelle comment ça se prononce, s'il vous plaît. Khvicha Kvaratskhelia. Khvicha Kvaratskhelia. Le PSG a-t-il raison de foncer sur Kvara? Voilà. Comment on dit Mais c'est pas vrai, c'est KH, c'est R. D'accord. Khvicha Kvaratskhelia. Kvisha Kvaratskhelia. Je vais pas dire comme un molar, c'est pas très gentil, mais comme Kvisha. un R très roulé, quoi. On essaie. Kvaratskhelia. Krishva. Non. Ah, mais en fait, ce qu'il vous dit pas, c'est que son vrai nom de famille, Alexandre Aflalo, c'est Aflalo-Jvili. C'est ça. Donc il connaît parfaitement la connaît très, très langue bien. de ce pays. Hier, il était très heureux d'ailleurs du but. C'est C'était la Géorgie. Alors, blague à part, j'ai interviewé Zuriko Davitashvili pour le Parisien il n'y a pas si longtemps, donc j'étais content quand même de le voir. Très joli coup franc. Adorable. Les copains et copines, dans 3 minutes, il va partir, il va nous laisser. Donc je veux l'entendre nous parler avant qu'il nous quitte. Mathieu Faure de Nice Matin sur Foot. Le PSG a-t-il raison, mon Mathieu, de foncer sur Kvaratskhelia? Je suis désolé, je vais le dire comme ça pour l'instant. Non, mais je suis. Khvicha Kvaratskhelia. Ouais, merci. Khvicha Merci. Kvaratskhelia. M'en rajoute pas, ça va. Merci. Mathieu. Bon, raison, on le saura qu'après coup, mais c'est sûr que sur le papier, le profil est séduisant. Il avait fait un bureau, il avait fait une super saison à Naples quand ils étaient champions. Là, il est un peu plus en dedans, mais bon, ça reste un joueur quand même assez exceptionnel et assez sympathique à avoir joué. C'est pas un joueur confirmé pour moi. C'est un joueur qui vient au PSG pour franchir un cap, mais qui a un talent indéniable, qui est peut-être, à part Dembélé quand il est en forme, le joueur le plus talentueux de la ligne offensive. Mais il faudra qu'il franchisse un cap, qu'il s'adapte aussi aux exigences du championnat de France, du coach, de ce qu'on lui demande. Mais c'est sûr que faire enfin une recrue offensive majeure, ça fait du bien, et en espérant que ça se passe très bien et que ça ne se transforme pas en Randal Colomwani. Mais je n'ai pas trop de doute parce qu'il a l'air d'être adoubé un peu par tout le monde, par le coach, par le directeur sportif. Donc c'est une piste assez sexy sur le papier en tout cas. Je rebondis juste sur ce que tu dis et après on se fait la bise, mais ça te hype quand même. J'ai l'impression que voilà, le PSG retourne sur un terrain voilà, qu'on ne lui connaissait plus depuis quelques mercatos. On retourne sur des joueurs, pas dire confirmés, mais des noms et des noms en Europe.
Je sais pas si c'est un joueur confirmé. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu quand même le même range que Randall quand tu le fais l'été après Francfort, où il sort d'une excellente saison. Il est international français. Donc ça reste un joueur qui a performé dans un club, certes, qui a une pression peut-être unique au monde, qui a été champion d'Italie, quand on sait ce que ça représente pour Naples, c'est énorme, mais qui malgré tout n'a fait qu'une excellente saison à Naples. Voilà, ça reste un joueur qui doit franchir un cap, notamment en Europe. Donc, mais par contre, il a quelque chose en lui que peu de joueurs ont, que peu de nos recrues récentes ont. Maintenant, c'est à nous de lui faire franchir un cap. Je pense un peu, ça fait comme quand City prend des joueurs comme Kevin De Bruyne ou même Bernardo Silva à Monaco. C'est des joueurs qui ont quelque chose vraiment, un talent brut, mais que tu dois amener à un étage supérieur. Bah, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est être capable de ces joueurs-là, comme Joao Neves, de les faire cranter et d'en faire devenir des références à leur poste. Merci, mon Matt. On va en parler avec les copains hein, autour de la La table. bise. La Vous êtes très bise. beaux. Bientôt. Vous êtes très Allez, beaux, ouais. tous les trois. Les barbus. Ciao, ciao. Salut, merci Mathieu. Et effectivement, alors, il a dit plein de choses, hein, Mathieu, sur ce dossier. On va se retourner vers toi, Marc, car malgré ce côté agent libre, tu peux nous dire un petit peu, voilà, tu suis ce dossier de Grisha Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Franchement, je suis presque. un peu mieux. Ça va un peu mieux. Presque. Ouais, je vais y arriver. T'as pas encore l'heure. Comme si je crachais, j'ai compris. Marc. Alors, de ce que j'ai compris, enfin de ce qui nous revient, c'est que c'est un dossier qui est en bonne voie. Je me permets juste de rappeler que ce week-end, Antonio Conte, l'entraîneur du Napoli, est arrivé en conférence de presse samedi pour annoncer le joueur nous a demandé de partir. Il a été mis de côté. Il n'a pas joué ce week-end face à Vérone pour le Napoli et donc il est sur le départ. Il l'a annoncé sur le départ. Donc là, c'est pas des trucs inventés. Après, derrière, on sait que le PSG est le club le plus intéressé par son profil. Voilà, pardon. Bien sûr. Et surtout, en fait, le joueur est d'accord depuis l'été dernier. Luis Campos a maintenu un contact avec l'entourage du joueur, enfin son représentant, depuis cet été, où en fait le Napoli avait clairement fermé la porte, puis offert une proposition de prolongation à Kvara. Allez, moi je m'embête plus. Le joueur l'a jamais signé, donc je pense que Naples a appris aussi de ce qui s'est passé cet été de son côté pour Osimhen. Quand il y a un club qui vient avec une très belle somme d'argent comme le Paris Saint-Germain, eh ben, faut y aller. Hein. Le deal pourrait tourner autour de combien? Pardon, moi, j'ai pas les chiffres exacts, plus autour de 70, je crois, avec des bonus. Mais j'ai vu des sources, enfin, il y a des journalistes souvent bien informés qui évoquent 80, d'autres 65. Moi, je pense que ça va être plus autour de 70. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train, ça doit se mettre d'accord sur les bonus. D'un côté, il y a des gens qui sont très prudents côté Paris Saint-Germain, qui savent que Aurelio De Laurentiis, c'est un personnage assez volcanique, c'est un personnage qui peut président de voilà imposer son point de vue et avec lequel il faut pas jouer non plus. Faut pas trop jouer, mais moi j'ai un retour. J'étais avec Alexandre hier soir d'Italie et on me faisait comprendre que d'ici mardi à mercredi, ça pouvait terminer. On va croiser les doigts. On rappelle qu'il a 23 ans, que c'est un héros national en Géorgie. Bien souvent, c'est la star géorgienne. Déjà 40 sélections. Il a comme sélectionneur quand même Willy Sagnol et ça pose un peu le bonhomme. Est-ce que tu es hypé, moi Alex, de cette venue de ton copain que toi tu arrives à citer facilement? Visiblement le seul journaliste français qui arrive à prononcer son nom, donc c'est formidable. Ce qui est un exploit. Ce qui est un exploit, voilà. Alors, moi, je suis un peu dans le même état d'esprit que Mathieu, dans le sens où, pour moi, c'est pas un joueur qui est confirmé, c'est un joueur en voie de confirmation. Je regardais un peu ses stats, depuis sa grosse saison, là, sa saison où il s'est révélé, donc il y a 2 saisons, il a marqué, je crois, de ses 12 buts et 11 buts en Serie A. Là, il en a 5. J'ai un peu ses stats sous les yeux là, je vois que le 29 octobre, il patine. Ouais, moi en fait je suis sur pour ceux qui connaissent, je suis sur le site FBref qui est un gros site de statistiques
Voilà, pour les auditeurs qui sont un peu des nerds comme moi, vous kifferez. Et j'ai un peu son profil et en fait j'ai l'impression qu'il a un truc déjà moi je vois pas beaucoup de stats défensives poussées, donc j'ai un peu peur pour la rencontre avec Luis Enrique. Ce qui me rassure, c'est que c'est un joueur qui tente beaucoup sa chance, qui tire beaucoup au but. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais par contre, enfin, de toute évidence, c'est un des joueurs. Là, je vois par rapport aux joueurs qui jouent au même poste que lui, c'est un des joueurs en Europe dans les 5 grands championnats qui tire le plus. Mais par contre, ça se convertit pas forcément. Enfin, il y a un petit. En termes de finition, il y a encore un petit gap. Donc en fait, voilà, je suis hypé dans la mesure où je suis curieux. Parce que c'est un joueur qui arrive avec une grosse cote, avec un gros montant de transfert, qui arrive avec une étiquette, un espoir aussi autour de lui, puisqu'on l'avait un peu annoncé l'année dernière comme la star qui va pouvoir aussi un peu reprendre le flambeau de Kylian Mbappé. Donc ouais, en fait, je suis curieux. Je suis curieux. Voilà, c'est pas Mohamed Salah quoi. C'est pas Mohamed Salah qui arrive. C'est pas Lamine Yamal qui arrive. C'est pas Vinicius Junior qui arrive. C'est Rafisha Kvaratskhelia qui aura, je pense, encore beaucoup de choses à prouver, mais qui arrive en tout cas avec un, un vrai potentiel de dynamiser cette équipe au niveau offensif, d'apporter autre chose, et ça, c'est intéressant toujours. On a raison, Marc, du côté du Paris Saint-Germain, de foncer sur ce dossier où là, c'est la fameuse opportunité. On a travaillé le dossier, tout avait été préparé, et là, on se rend compte qu'on peut y aller, on y va. En plus, il semblerait qu'un certain Georges M, ami de la famille parisienne, soit Pas dans sûr le. de ça. Pas sûr, hein, Ouais. je sais pas, c'était le journal de l'équipe qui nous l'a Pas annoncé. sûr. Moi, j'ai pas cette info-là. D'accord. Bon. Alors, je ne l'ai pas dessus. Oubliez ce que j'ai dit. Non, mais concernant le profil, ça me semble plus logique qu'un joueur confirmé. Si ton objectif c'est de mettre Bradley Barcola en concurrence, tu peux pas Oui, lui bien mettre sûr. un top player dans les pattes, parce que sinon ça veut dire qu'en fait tu l'envoies sur le banc, tout simplement. Le message que tu fais passer, c'est oui, on va prendre un joueur de qualité qui a des références, parce que la saison 2022-2023 de Guevara, c'est une saison de référence. Après, il y a plusieurs trucs qui m'interrogent sur le plan tactique, sur le plan du profil du joueur. Évidemment, il y a certainement un axe de progression défensif. Après, c'est aussi un joueur qui aime beaucoup porter le ballon, qui aime évoluer en transition. Paris va posséder le ballon 80%, 70 à 80% du temps. Donc, il faut aussi avec des espaces qui seront moins importants, et il va falloir aussi s'adapter à ça. Et c'est pour ça que le match avec Bradley Barcola va pas se faire tout de suite, à mon sens. Ah bon? Ouais, je pense que Bradley Barcola, il conserve une longueur d'avance pour le moment, parce que tout simplement, il est dans un club qu'il connaît, il est avec un entraîneur qu'il connaît, et qu'à côté, il a un concurrent qui va devoir digérer une phase d'adaptation, qui va devoir digérer des nouvelles consignes. Et puis arriver à Paris, c'est pas forcément évident. Non, on nous annonce un joueur en plus un peu volcanique, hein, avec un caractère bien Bah, trempé. tant mieux. Moi, j'aime bien. Je- J'aime l'idée. Alex. Moi, j'ai un peu peur que justement, comme souvent à Paris, quand il y a des joueurs qui arrivent avec un gros transfert, on lui laisse pas forcément le temps de s'adapter. Parce que, comme Doué, ça se passe non pas si mal. Il a pas pris la foudre. Doué, 19 ans, pas du tout le même statut, pas du tout enfin, vraiment très très différent pour le coup. Pour moi, Ok. c'est un peu le même truc que Barcola l'année dernière, quoi. C'est-à-dire que, ok, on est un peu frustré qui soit pas très impactant tout de suite et que ce soit Mhm. pas un prodige et tout, mais là, Kvaratskhelia, il arrive quand même avec une étiquette, ouais, genre joueur star, quoi. Il arrive avec une étiquette joueur star, et pour moi, ça va être un peu, pour moi, alors franchement, s'ils sont aussi sûrs de leur coup, et Campos, enfin, si Campos est aussi sûr de son coup, c'est que je pense que Luis Enrique Oui, est aussi conquis par c'est par le profil. complètement aligné, hein, Voilà. les deux. Donc ça, il y a aucun doute là-dessus. J'ai un peu quand même ce sentiment de ça passe ou ça casse entre Kvaratskhelia et Enrique. Et je pense qu'il va avoir besoin d'un peu de temps pour. Après, Antonio Conte, c'est aussi un entraîneur très exigeant sur le plan physique et sur le plan tactique. Je pense qu'il va quand même avoir besoin d'un peu de temps pour et Enrique et Kvaratskhelia pour s'adapter l'un à l'autre. Quelle exigence Luis Enrique va avoir par rapport à Kvaratskhelia? Est-ce qu'il va lui demander autant d'efforts que les autres, ou est-ce qu'il va lui laisser plus de latitude pour exprimer son génie offensif? Parce qu'il n'a pas l'habitude de faire ça avec ses joueurs offensifs, quels qu'ils soient. Je pense qu'il va y avoir un peu de temps pour que les deux puissent se jauger. Et moi, ma crainte, c'est que pendant ce temps-là,
lui soit pas si efficace, soit pas si décisif, etc. Ça va être en plus un moment très décisif avec la Ligue des Champions et tout. Et que du coup, les supporters soient très vite, un peu, les supporters et les médias et tout le monde, enfin nous tous, suiveurs du Paris Saint-Germain, on soit un peu genre, ah ouais, ok, tout ça pour ça, quoi. Donc moi, je pense qu'avec Kvara, il va falloir de la patience. Enfin, à moins que ce soit un hit tout de suite, et ce serait génial, mais c'est rarement le cas au PSG, quoi. Donc il va falloir un peu de temps, il va falloir de la patience et encore une fois, très grosse curiosité pour moi autour de ce joueur. Je vous invite à aller lire, j'avais adoré ce portrait, je viens de retrouver le titre, vous le tapez bien évidemment dans une barre de recherche, mais Ainsi dribbler Kvara, un reportage en Géorgie sur les terres de la star du Napoli. C'est le journal France Football qui avait fait cela. Et très franchement, c'était pendant la période de l'Euro. Déjà d'ailleurs, la star nationale courtisée par le PSG. Tu vois, c'était déjà souligné. Je vous invite à aller le lire. Très, très intéressant, ce qui vient d'un tout petit bled en Géorgie et il a été repéré sur les académies du Dynamo de Tbilissi, là, un peu comme nous, l'académie PSG. Ben, il a été repéré comme ça et c'est comme ça qu'il a fait sa carrière. Je vous conseille d'aller lire ce papier extrêmement intéressant. Marc, sur le dossier, on a compris, donc le Paris Saint-Germain va donc s'engager. Est-ce qu'on peut parler de... Ah, ça va pas s'engager. S'engager. Non, je reprends. Ça va donc s'engager. C'est bien engagé, en tout cas, c'est dans les tuyaux et c'est bien parti, en tout cas, peut-être pour avoir Gvisha Kvaratskhelia. Je m'en fous, j'y vais comme ça. Merci. De toute façon, ça va partir. Maintenant, ça va être un jingle. On va être obligé. Tu sais qu'en fait, je vais faire un remix. Alors, pour la petite blague, ici Paris, Île-de-France, tous les matins, bien évidemment, il y a des journaux 6h, 7h, 8h, 9h. Voilà. Soit Zigbourg, Maxime aussi, Glorieux, qui présentent les journaux le matin. Et je leur ai dit, les gars, il y a votre pire cauchemar qui arrive pour un présentateur, tu vois, qui n'aime pas forcément peut-être le foot et autres. Et là, quand je leur ai annoncé, donc on leur a fait une petite capsule avec cette capsule-là que tu entends, et ils sont devant et voilà, ils ont le droit de travailler pour savoir comment on annonce Kvara, puisque moi j'y vais comme ça aussi. Le joueur géorgien du Paris Saint-Germain. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça fait classe en plus Kvara. À Naples, ils l'avaient appelé Kvaradona du coup. C'est pas mal aussi. Voilà. Ouais, ça c'est plaisant, effectivement. Sur la partie mercato, Randal Colomwani, la Juve, le Borussia Dortmund, ça bouge, ça s'anime un petit peu. Nous, du côté de France Bleu, Radio France, je salue Julien Froment, on a une petite clochette du côté de la Juve. On nous dit que ça discute quand même pas mal avec la Juventus Turin, même si le PSG veut pas en parler et même si l'entourage du joueur n'est pas très intéressé de s'épancher. Il semblerait quand même que la Juve travaille fort sur le dossier, Marc. Non, ça travaille. Après, de ce que j'ai compris, c'est plutôt qu'aujourd'hui, la balle, elle est dans le camp du Paris Saint-Germain pour dire ce qu'ils veulent faire, quel montage ils veulent faire. Donc, je pense qu'il y a un dossier pour eux là qui est prioritaire en ce moment et qu'une fois bouclé ce dossier, ça va s'accélérer dans l'autre sens pour Randal Colomwani, pour Milan Skriniar. Skriniar, il peut rentrer dans le deal napolitain ou pas? Non. Moi, j'avais demandé déjà, parce qu'on avait fait un papier, il y a quelques semaines pour parler de Milan Skriniar et j'avais ouï dire que le Napoli était intéressé, ce qui était vrai. En fait, ils ont pris des renseignements. Mais quand on leur a donné le salaire du joueur, ils ont fait demi-tour. Ils sont tous en train de défaillir sur le salaire. Non, mais c'est une catastrophe. Je vous dis, du côté de Naples, on m'a dit salaire impossible. D'accord. Voilà. Donc après, c'est pas impossible que le joueur. C'est le leader du championnat italien. Oui, on peut mais peut-être faire des efforts, non, financièrement. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que Naples a proposé à Gvichas Kvaratskhelia. C'est pas grave. C'est pas grave. Jingle. Merci. À Kvara, une proposition de prolongation de 5,5 millions d'euros net par an. D'accord. Skriniar, il est à 9 millions d'euros. Voilà. Bon, voilà. okay. Ça, c'est entre 9 et 10, voilà. Ça vous situe le bazar. Et je crois que le plus gros salaire du vestiaire à Naples, c'est Osimhen. Il est quasiment pareil que Skriniar. Donc de s'ajouter, c'est Marco Asensio. J'allais justement aller voir Alex pour savoir ce qu'il pensait de cette possibilité. Donc on est potentiellement sur 3 départs. Et j'ai du mal à comprendre avec le calendrier, à croire avec le calendrier qui attend le Paris Saint-Germain, avec
la volonté d'avoir un effectif stable toujours de Luis Enrique, que du coup il n'y ait pas deux autres arrivés, au moins un défenseur central, et après avoir le profil adéquat pour remplacer Marco Asensio, qui peut jouer aussi bien au milieu, mais qui a plus souvent joué en tant que faux neuf au Paris Saint-Germain. Marco Asensio sur la liste de départ. Ça fait bizarre, mais effectivement, ça fait plus d'un mois et demi qu'on le voit plus. Il ne joue plus. Alors, il est sur la feuille de match. Lui, il a le droit d'être sur la feuille de match, mais on le voit plus. Est-ce que c'est une perte ou est-ce que toi, pour toi, bon, bah, s'il y a bonne offre, c'est pas grave. Est-ce que c'est une perte? Non, dans Il est la pas parti mesure. encore, hein, mais Non, mais on a bien compris oui, que. dans la mesure où ça n'a jamais été plus qu'un second couteau au PSG depuis son arrivée. Alors un second couteau, pas le pire, hein, Qualité, pas le moins aiguisé, hein, c'est ça. voilà. Donc, euh, alors moi, c'est surtout son déclassement très soudain, moi, qui m'a un peu surpris, parce que bon, pas un mauvais début de saison, utilisé un peu ça et là par Luis Enrique. Maintenant, là où je rejoins Marc, c'est-à-dire que effectivement, si dans le même mercato tu perds Randal Colomoni et Marco Asensio, faut aller chercher un neuf, hein. Enfin, Oui, faut aller oui, chercher oui. un axial, quoi. À un moment donné, tu vas pas pouvoir. Déjà que alors, Gonzalo Ramos, il a pas tout le crédit Il y a du Kanguinli. monde. Voilà, non mais faut aller chercher un mec qui colle au profil. Enfin, pour le coup, c'est un poste où le PSG est court déjà cette saison, alors que tu as quand même des joueurs qui peuvent prétendre au poste, mais aucun n'a donné pleine satisfaction depuis le début de saison. Là, si tu perds deux de tes joueurs de rotation, enfin, pour Colomoni, c'est un grand mot, hein, mais si tu perds deux de tes joueurs qui peuvent prétendre à ce poste-là dans le même mercato, faut aller chercher un gars pour les remplacer, quoi. Alex, tu veux réagir? Ça, c'est Marc en face, hein. Là, Marc, juste à côté, c'est Marc, ouais. tu sais quoi? En fait, C'est Alex qui parlait, en fait, depuis j'ai tout à dormi l'heure. 3 heures. Je suis à la rue. Et franchement, j'étais content. Je tenais bien. Franchement, Ouais. je tenais le change. Et puis là, j'ai Tu t'es craqué. écroulé, ouais. Je me suis écroulé dans les dernières secondes du match. Tu t'es déjà quand même pas et- mal écroulé de c'est temps, mais vrai? on te l'a pas, notamment le sur salaud. Gvar- Et tout il à l'heure, m'allume. t'as dit France Bleu en plus. Ouais. Donc, Il m'allume. Et puis en plus, tu parlais du meilleur numéro 23 de l'histoire du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai cru que tu allais quand même mentionner Randal Colomani, mais Non. 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 Euh, Allez, non, mon non, Marc. non, je voulais revenir sur ce que j'ai dit. Je vois pas comment il peut y avoir deux arrivées supplémentaires en plus de celle de Kvaratskhelia. En fait, je m'emballe un peu parce que je connais bien le marché. Enfin, j'essaie de comprendre le marché, la manière aussi de fonctionner du Paris Saint-Germain. Et en réalité, s'il y a un besoin au poste de numéro 9, ça ne veut pas forcément dire que le Paris Saint-Germain va recruter un numéro 9 parce que en fait, il y a peut-être pas forcément l'opportunité, il y a peut-être pas forcément le profil adéquat. Parfois, il y a des joueurs qui ont des clauses à l'été et qui n'ont pas de clause à l'hiver. Petit exemple, petite anecdote, mais Mika Biarret qui vient de signer à Monaco, par exemple, c'était 12 millions d'euros cet été. Donc, et là, ils en ont mis un peu plus parce qu'ils voulaient assurer le truc. Mais voilà, donc un départ ne veut pas forcément dire une arrivée. Et si départ de Marco Asensio et de Randal Colomani, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura forcément le numéro 9 que veut le Paris Saint-Germain, parce que ça se trouve, en fait, le profil idoine sera à de meilleures conditions cet été, où il y aura un bon de départ, une clause, je ne sais quoi. Alex. Ouais, non, j'entends tout à fait ce que tu dis, Marc, mais après, ce que font la plupart des clubs quand même, c'est que ils vendent. Enfin, ils ne se délestent pas de joueurs s'ils savent pas qu'ils peuvent les remplacer derrière. Tout Donc à fait. c'est surtout ça. Moi, en fait, je pense que si le Paris Saint-Germain est amené à faire ces deux ventes-là, c'est qu'ils ont plus ou moins l'idée fait. de faire un joueur derrière. Alors, moi, j'ai vu passer, alors je sais pas du tout ce que ça vaut, mais le nom du joueur d'Aston Villa, là, John Duran, Ouais. qui fait un gros début de saison. Ça, je sais pas ce que ça vaut, mais il y a des noms qui commencent un peu à circuler, etc. Donc je pense qu'ils sont quand même en train un peu de scruter le marché. Maintenant, effectivement, comme le dit Marc, on sait que le mercato de janvier, c'est un mercato particulier. On sait que c'est un mercato où il y a sans doute peu de portes qui s'ouvrent, mais moi, ce que je n'aimerais pas voir, c'est le PSG se débarrasser de deux joueurs, n'en avoir aucun derrière, Ne pas avoir, d'accord. et te retrouver avec sans doute les 6 prochains mois les plus longs de l'histoire du PSG, avec la Ligue des Champions, la Coupe de France, le championnat et la Coupe du Monde des clubs, un peu, pour le dire en des termes, voilà, un peu à poil devant, quoi. Voilà. Très bien. C'est le petit coup de gueule du matin. Non, mais c'est très bien. Bah, écoute, c'est parfait. Non, mais c'est très logique ce que dit Alexandre. Et Il est en train de craquer. Ça. non. Alors,
Je n'ai pas oublié ton prénom. Merci, Marc. C'est beau. Merci, Marco. Comment le puis-je Non, je pense que c'est d'une logique implacable et surtout, en fait, ce qu'on nous dit sur Marco Asensio, c'est que le PSG n'a pas ouvert la porte. D'accord. Voilà. Ok. Ce que j'ai écrit hier. Ouais, c'est ce que je l'ai lu. Voilà, qu'il y avait plusieurs offres sur la table, qu'il n'y avait pas que Aston Villa, mais que le PSG, c'était entre les mains du Paris Saint-Germain. Marco, si tu nous écoutes, faut y aller une fois dans sa vie quand même à Birmingham. Faut quand même voir la ville, hein. C'est Ouais. pas, Non, hein, C'est pas Paris, quoi. c'est pas Paris et c'est pas Madrid. Manchester, c'est pas Londres, c'est Ah bah alors, Birmingham. ouais, quoi. Manchester, c'est pas non plus. C'est pas Byzance, quoi. Ça y est. Manchester. Ouais. Oui, Manchester. Alors, non, pour les gens de ton pour une âge. vie de footballeur, avec des Patek Philippe, ouais, non, c'est peut-être pas pour les bon, gens de ton mais, âge, c'est mieux. Voilà. ouais, ah, ça va, putain, mais c'est ma fête. Putain, là, j'ai pris 2 tacles. Ça, il me fait une Thiago Motta. C'est Aïe, fin aïe, de aïe. match, il est en train de me piétiner. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je vais me faire pousser dans les escaliers. Tu veux prendre le micro aussi? Non, mais non, je n'ai pas ton talent. je pourrais travailler toute ma vie et je n'aurais pas ton talent. C'est gentil. Les amis, on va se dire au revoir. Il est temps de se dire au revoir. Le coup de sifflet. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je compte sur vous, bien évidemment, sur YouTube et sur les podcasts, sur toutes les plateformes de téléchargement pour mettre les petites étoiles, pour mettre les commentaires, pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission, de nos avis tranchés sur le mercato et bien d'autres dossiers, bien évidemment. On se retrouve pour la retransmission. Ça, c'est pour les matchs Espali, Paris, Saint-Germain. Si un jour on m'avait dit que j'allais annoncer cette rencontre, on remarque, j'ai déjà fait Carquefou, encore le poiret survie. Donc on sera du côté de Clermont-Ferrand, ce sera mercredi à suivre en intégralité. Merci bien évidemment au gars qui retransmet, qui s'est dit tiens, si on mettait un match entre une N3 et une Ligue 1 à 21h dans un stade de rugby du côté de Clermont-Ferrand, et ben on va y aller, on va aller se régaler. Vous allez les suivre sur l'antenne de France Bleu Paris avec Pierre Clément et moi-même. Demain matin on se retrouve pour le billet 100% PSG à 8h40 et puis bien évidemment la tribune revient la semaine prochaine. Je vous annonce même qu'il y aura double ration de tribune pour la semaine prochaine puisqu'on débriefera bien évidemment Manchester City qui arrive à grands pas, c'est le 22 janvier prochain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Antoine pour la réalisation de ce podcast. Il est temps justement de débrancher 100% PSG la tribune.